Hello à tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Anderson pour parler d'écriture, de doute, de création et de tout ce qui compose son univers d'autrice. Et bien entendu, de tout ce qu'il y a derrière ses livres. Installez-vous confortablement, servez-vous une boisson fraîche et laissez-vous inspirer par cette conversation autour des livres et de l'écriture. Bonsoir Camille et bienvenue sur ce podcast côté interviewé. Salut Jess, en effet, ça fait bizarre. Je suis pas du bon côté de la table. Oh, ça va bien se passer, t'inquiète. Comment ça va ? Bah, ça va bien, chaud. Chaud, oui, très chaudement. Donc, sortez votre boisson fraîche et rafraîchissez-vous parce que ça va être long. Non, je blague, ça va bien se passer. Allez, on va commencer par la question toute simple de comment tu te présenterais si tu devais nous résumer ton parcours en quelques mots. Voilà, tu dis question simple, c'est vraiment la question à chaque fois, tout le monde panique et oui. C'est moyen, mais oui. Je m'appelle Camille Anderson. Je suis autrice en imaginaire et en historique. Et puis dans la vie civile, je suis chef de projet en méthode de travail. J'écris depuis, je pense assez typique, mais j'écris depuis très longtemps. J'ai commencé assez jeune et puis là j'ai publié mon tout premier roman de steampunk, donc en publication indépendante. Et je suis passionnée d'histoire, donc voilà, d'où l'historique avec toujours un petit twist imaginaire vu que j'en ai beaucoup. Mais c'est un thème qui revient beaucoup dans mes écrits. Ok. Alors tu disais t'écris depuis très très longtemps. Mais à quel moment tu t'es dit, ça y est, je suis autrice, j'écris vraiment ? En fait, c'est bizarre, mais pour moi, c'était quand j'avais 8-9 ans, à l'école primaire. Avec une copine, on avait monté notre petite maison d'édition. Et du coup, on était soit autrice, soit illustratrice, soit directrice de collection, je sais pas quoi. À chaque fois, on copiait les livres qu'on lisait. Et du coup, on mettait, l'édition, la collection, les publications, autrice, illustratrice, et on jouait les rôles à tour de rôle, en fait. Et des fois, c'était nous qui écrivions l'histoire, des fois, on la coécrivait, puis bref. Et donc, en fait, le fait d'écrire autrice, Camille, parce que effectivement. Famille, s'il te plaît. Et après, on avait une fiche de prêt et on les faisait tourner dans la classe, donc c'était vraiment n'importe quoi. C'était un vrai business. Carrément une fiche de prêt. Eh ben. C'était un business, mais sans argent, et ils étaient plastifiés au rouleau scotch. Waouh! Pas qu'ils s'abîment, parce qu'il y avait qu'un exemplaire de chaque. Donc, je pense que le fait de maintenant me positionner en tant qu'éditrice et autrice, ça m'a vraiment fait réaliser que pour moi, j'avais marqué autrice Camille déjà à cette époque, et ça m'a pas... Ça t'est paru évident. Mais du coup, ça me paraît évident de cette époque que depuis que je l'ai publié en indépendante, le roman. D'accord. Et là, je me suis dit, ouais, vraiment, j'ai toujours été autrice, mais c'est maintenant que je le réalise vraiment. Donc, il y a quelques semaines seulement. D'accord. Alors, justement, quand tu étais petite, avec ta maison d'édition et tes amis, qu'est-ce qui t'avait donné envie de créer cette maison d'édition et d'écrire avec ton ami et de partager vos histoires ? Alors, je racontais beaucoup d'histoires à mon petit frère, donc j'avais vraiment plein d'histoires en tête. Donc, c'était quand même... mine de rien, c'est répétitif quand tu dois raconter les mêmes histoires ou les raconter à plusieurs personnes différentes. Et donc, c'était un peu ce besoin-là de les mettre sur papier au début. Et puis après, c'était aussi une imitation. En fait, on lisait beaucoup de livres. Et quand il n'y avait plus trop de livres à lire, parce que ça allait vite, avec ma copine, on avait lu tous les livres qu'il y avait dans l'école primaire. Et on voulait écrire nos propres versions, quoi. Genre, il y avait un livre qu'on avait bien aimé, mais on aurait préféré que ce soit avec un chat plutôt qu'un chien. Enfin, vraiment pareil que maintenant, quand on écrit et qu'on veut écrire un peu l'histoire qu'on n'a pas pu lire ou l'histoire parfaite qui manque dans ce qu'on a lu ou qui est le mix parfait de ce qu'on a lu. C'était ça. Mais version bébé, quoi. Oui, version enfant, c'est pas mal aussi. Ça prouve quand même que vous aviez déjà un vivier imaginaire immense.
Ouais, alors je les ai gardés dans une grosse boîte en carton. La plupart, s'il y en a, c'est aussi ma copine qui les a gardés. Mhm. Il y avait des imitations aussi. Enfin, par exemple, il y a un moment, on avait fait une sorte de collection de dessins Ouais. de nous et de d'autres personnes, et on avait fait un livre d'art, et donc il y avait marqué le nom de la personne, la date et tout, et on les avait tous plastifiés. Waouh. Et c'était une collection avec des thèmes suivant les dessins des gens. Et tu vois, c'est vraiment de l'imitation en soi, mais aussi pour garder une trace Mhm. de ce que nous on produisait. On trouvait que c'était un super média. Enfin, Bah ouais, effectivement. Et puis déjà d'avoir eu l'idée de trouver une façon de le conserver oui, c'est ça. Ouais. pour la postérité, franchement, c'est chouette. Et donc, maintenant. Bon, on sait jamais. Peut-être qu'on trouverait ça mignon, charmant. Oui, t'as les bébés licornes qui se sont égarés, le chat qui la souris. T'as plein d'histoires un peu comme ça. C'est déjà pas mal. Hein. Il faut bien commencer par quelque chose. Hein. Donc ça a toujours été évident pour toi l'écriture, mais à quel moment tu t'es dit plus tard, peut-être plus grande, que tu allais écrire une histoire que tu continuerais de partager? Est-ce qu'il y a eu un moment où ça t'a paru plus concret, plus réel? Je sais pas comment expliquer ce que je dis. Ouais, bah j'ai eu un moment un peu de déclic où je m'y suis remise, parce que sinon pendant les études et le début de la période d'emploi classique où t'es à 100% et t'as la tête à construire ta carrière ou je ne sais quoi et t'as vraiment même pas le temps de lire. C'est vrai que j'avais lâché pendant une bonne dizaine d'années, j'avais plus du tout écrit. Et je me suis remis au dessin parce que mon mari m'avait offert un carnet de croquis et des pastels. Et en fait, je m'étais mis à dessiner un personnage et j'étais devenue très obsessionnelle avec. D'accord. Et je pense que j'arrivais pas à transmettre ce que je voulais transmettre via le dessin. Et donc, je me suis mise à commencer à rédiger des passages, un plan. Et là, je me suis mise à fond. Et c'est là où j'ai commencé aussi à me renseigner pour écrire un roman. Parce que sinon, ce que j'avais pu écrire en primaire, au collège, j'avais un roman que j'avais quasi achevé. Wow. C'était pas terrible. Je veux dire, j'avais pas fait de plan. J'étais partie. Enfin, si, j'avais un petit tableau Excel avec ma liste de chapitres, ce qui était déjà pas mal. Oui. Mais il n'y avait pas de plan de l'intrigue ou des personnages. Donc, en fait, c'était vraiment très spontané. Et donc, c'était pas relisible, quoi. C'est déjà un bon début. Après, il faut toujours commencer par quelque chose. Et tu disais donc que vous vous étiez inspiré avec ta copine des histoires que vous lisiez, vous les retransformiez comme vous le souhaitez. Mais est-ce que plus tard, quand tu t'es lancé pour de bon dans l'écriture, est-ce qu'il y a eu des œuvres ou des auteurs qui ont nourri encore plus ton univers d'écriture et qui ont apporté chacun leur pierre à l'édifice? Ouais, alors je me rappelle pas forcément de tous les titres, mais moi j'avais surtout le temps de lire pendant les vacances d'été. J'étais coincée chez mes grands-parents dans le sud, et bah souvent t'avais pas le droit de sortir entre je sais pas 11h et 15h parce que vraiment vous êtes trop chaud. Ouais, c'était pas possible. Et donc voilà, t'es enfermé à l'intérieur. Des fois tu joues aux cartes, des fois il y a tout le monde qui en a un peu marre, on n'est pas droit à la télé ou quoi, ce qui était aussi très bien. Et donc moi j'ai tout lu, je pense, et mes grands-parents, ils ont une bibliothèque monstrueuse. Okay. Et du coup, j'ai lu des trucs que j'avais pas le droit de lire, je pense. Je me rappelle de quelques livres qui m'avaient marqué. J'avais lu je crois que c'est un Ken Follett qui s'appelle Le troisième jumeau. D'accord. Et ça m'avait beaucoup marqué. Il y avait au tout début, ça dénonçait aussi fortement des violences sexuelles. Il y avait une sorte d'emprise parce qu'en fait, les jumeaux se confondaient et la fille savait plus qui était le bon. Enfin, il y a des choses comme ça qui m'ont marqué, pas forcément de manière positive, mais qui m'ont marqué. Il y avait énormément de romans historiques. D'accord. Je me rappelle je crois que c'est Pulitzer, enfin, je sais plus. Pulitzer, oui. Ouais, mais c'est pas Pulitzer comme le prix, c'est un autre nom, Jean-Paul Pulitzer, ou je sais plus, mais celui qui a écrit une série qui s'appelle Anna. C'est un roman historique, mais centré sur un personnage féminin qui part vraiment de la misère et qui va se construire toute seule et devenir, en fait, s'inspirer d'un personnage réel, historique, qui est devenu la reine du cosmétique aux États-Unis, mais au tout début de cette période des années 20, années 10. Oui, voilà, vraiment, quand tu commences à avoir des gros commerces comme ça. Et bah ça, pour le coup, je pense,
ça a été longtemps un de mes romans préférés, je savais pas trop pourquoi, et maintenant c'est ce qu'on retrouve dans ce que j'écris, parce qu'il y a un peu ces petits ingrédients de recettes de romans historiques, un personnage historique pas trop connu, mais que tu vas exploiter, et puis qui met en valeur ce que les femmes faisaient, et à quel point c'était plus dur de s'en sortir, et qui les remet sur le devant de la scène, quoi. C'est bien ça. Maintenant. Ah bah t'as bien raison. Ouais, je pense que celui-là, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. Ok, alors maintenant on va parler de l'écriture en tant que telle. Quand tu te lances dans un projet, qu'est-ce qui te fait continuer quand l'excitation du début a disparu ? Donc j'ai commencé à écrire, ou c'est juste des idées? Moi je sais par exemple que ma phase la plus géniale, c'est la phase créative où je me pose des idées partout, à droite, à gauche. J'adore ce moment-là. Mais effectivement après quand il faut se mettre à écrire, c'est différent. Mais justement toi, comment tu te dis, là, j'ai suffisamment d'éléments pour écrire une histoire et je veux aller plus loin et je veux approfondir ces idées-là? Franchement, je le conseillerais pas forcément, c'est pas forcément très intelligent parce que du coup, tu connais pas forcément le potentiel, mais moi, je vais tirer sur un petit bout de fil. Et plus il y a du matériel qui arrive, plus je tire. Donc souvent, en fait, je tombe sur... je lis pas mal de livres d'histoire, je tombe sur un élément que je trouve bizarre ou qui est un peu contradictoire avec ce que j'ai appris à l'école ou qui est pas vraiment creusé ou bien juste un personnage féminin que je connaissais pas du tout et qui a l'air d'avoir une importance mais capitale, même si c'est juste du cause à effet. Et là, je creuse et plus il y a du matériel qui vient quand je creuse. Tu vois, je touche pas tout de suite une impasse ou un fond. Et donc je continue et franchement, si j'y passe quelques heures, c'est bon, il y a assez pour un roman, même si je tombe dans une impasse parce que j'ai tiré tellement de fils à chercher que j'ai une matière gigantesque déjà, donc je vais fonctionner comme ça. D'accord, ok. Alors là, on va parler de la fin de l'écriture d'un roman. Qu'est-ce que tu ressens quand tu écris le mot fin après ton texte? Alors moi, j'écris pas le mot fin. Je rappelle plus ce que j'ai. À suivre, to be continued. Oui, non, mais j'ai une petite phrase qui va être à la fin de chacun de mes tomes et qui dit qu'en gros, c'est pas possible que ce soit la fin. D'accord. C'est des fins assez ouvertes et que c'est des tomes complémentaires. T'as besoin d'autres tomes pour savoir si c'était vraiment la fin. Donc d'une certaine manière, en tout cas la série sur laquelle je suis et enfin les tomes que je suis en train d'écrire, il n'y a pas de fin parce que je sais que je peux avoir une autre version de ce que j'ai fait sur un autre tome. D'accord. Donc j'ai cet avantage que vu que je suis dans un gros univers et qu'il y a plein de tomes dedans, j'ai pas ce sentiment de fin. Oui. Et alors si, d'une certaine manière, oui, parce qu'il y a des personnages qui sont uniques à chaque tome que je vais pas du tout revoir. Et là, il y a un petit peu ce déchirement et bizarrement, c'est ces personnages-là qui vont avoir une fin assez positive. Alors que ceux que je sais qui vont revenir dans un autre tome, tu vas continuer à les faire souffrir. Exactement. Ok. Mais donc c'est moins violent, je pense, que quand tu fais vraiment un one shot où tu fermes un univers entier. Là, oui, parce que tu retrouves un peu certains personnages et tu peux prolonger en fait le bonheur d'écrire cette histoire. Je comprends. C'est peut-être parce que j'ai du mal à mettre le mot fin du coup. Ah ça, c'est possible. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi à travers l'écriture depuis que t'écris? Qu'est-ce que l'écriture t'a fait découvrir de ta personnalité, de la façon que tu es d'être? Énormément. Je pense que c'est un peu similaire à la lecture. Je trouve quand tu commences à lire des choses qui sont pas imposées ou qui sont pas par opportunité. Donc, quand tu as fini la bibliothèque des gens que tu connais, la bibliothèque de l'école, etc. Et que tu commences à vraiment aller choisir des choses qui ressemblent à certaines choses. Tu vois, tu commences à créer un peu ta petite carte des tropes, des mots-clés, des genres que tu aimes vraiment le plus. Pour moi, l'écriture, ça a fait un peu pareil. J'ai testé différents trucs et j'ai un peu trouvé mon petit créneau comme pour mes choix de lecture, j'ai trouvé mon rayon où il y a tout ce que j'aime bien et du coup ça m'a fait apprendre sur mes goûts, sur mes passions, parce que franchement il y a quelques années j'aurais pas dit que j'étais passionnée d'histoire. Pourtant je passais ma vie à lire des histoires, à chercher des trucs sur l'histoire, mais j'avais pas concrétisé ça comme une activité. C'était plus c'était un point commun à plein de sujets d'intérêt, mais où je voyais pas trop de fil rouge, alors que maintenant, c'est hyper clair. Parce que c'est ça où, par exemple, c'est comme tu demandais où est-ce que je trouve une idée, je sais que c'est là où je trouve une idée, donc c'est vraiment le cœur de là où je démarre.
Et donc ça, je le savais pas sur moi-même, honnêtement. Pourtant, c'est évident, mais ça a toujours été ma matière préférée. Enfin voilà, mais je savais pas. Et après sur les thèmes aussi qui sont liés à mon histoire personnelle et que j'ai besoin de traiter, qui me font du bien. Et enfin moi, je parle beaucoup de santé mentale, de violence sexuelle. Je parle de beaucoup de familles, de relations entre sœurs, plein de choses qui sont basées sur des choses autant positives que négatives qui m'arrivent. Et donc je pense que tu te... Enfin, c'est un peu cliché, mais tu te psychothérapie un petit peu quand quand t'écris, mine de rien, parce que quand tu relis ce que t'as fait, tu te dis ah tiens, il y a plein de... Oui, je crois qu'il y a un mot qui est utilisé, mais j'ai oublié, ça commence par quelque chose. C'est pas un catalyseur. Oui, c'est ça fait catharsis. oui, complètement. Et du coup, t'apprends sur toi-même autant que tu lâches que tu te fais du bien aussi. Clairement. J'imagine. Du coup, justement, tu vas donc considérer l'écriture comme un endroit où tu vas te réfugier, pas un endroit où ça va quand même te repousser dans tes limites. Ouais, alors ça dépend des phases. Je trouve que c'est un peu comme un hobby qui te fait du bien. C'est toujours un peu stressant de quand même y mettre le temps et de quand même t'obliger à être un petit peu productif, même si parce que t'as qu'une heure et que t'as pas envie de scroller sur Insta au lieu d'écrire. Donc en fait, il y a ce côté, alors pas stressant, mais un peu où tu dois te botter les fesses quand même. Oui, c'est vrai. Mais non, ouais, pour moi, ça reste... Enfin, ça me manque quand j'ai pas le temps. Et si j'arrête pendant, je sais pas, une semaine, parce que j'étais en vacances, ou il y avait un truc un peu intense, et que je m'y remets, ben là, j'ai l'impression que j'ai cumulé quelque chose qu'il va falloir que je lâche. Et du coup, je suis hyper... Enfin, de faire une grosse pause, moi, ça va pas me bloquer. Au contraire, ça va me faire que j'ai plein de trucs à lâcher. Donc, je pense que c'est presque comme une pratique régulière. Pour moi, j'en ai besoin plusieurs fois par semaine pour lâcher des trucs. Sortir. Ouais, donc c'est clairement plus comme un refuge, quelque chose de très positif maintenant. Avant, c'était dur. Maintenant, c'est plus facile. Donc là, on parlait tout à l'heure que tu disais donc tu avais découvert à travers l'histoire des personnages féminins qui avaient été un peu oubliés, mis de côté, etc. Donc c'est comme ça que les idées te viennent. Tu tombes sur un sujet, un thème, un documentaire, un livre d'histoire et pof, ça s'éclaire et t'as ton personnage qui se crée. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est d'abord... ouais, je pense que c'est d'abord au moins un personnage historique ou un événement historique où il y a mention d'un rôle. C'est peut-être pas un personnage précis avec un nom, mais ça va être vraiment un petit groupe de personnes ou voilà, un type de déclencheur qui fait que tu as une image d'un personnage derrière en tête. Pour moi, c'est un minimum. Et puis aussi un peu le contexte historique qui va avec. Et qui là va être très 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 riche parce que t'as forcément plein de politiques, voilà. Et là, ça inspire forcément plein d'autres personnages en toile d'araignée. Et ouais, pour moi, c'est de là que ça part. Donc c'est la mixture du personnage dans ce contexte politique qui va faire qu'il peut y avoir des intrigues autour, quoi. D'accord. Donc on part du personnage et après, hop, ça se construit. D'accord. Ouais. Alors, même si tu as bien préparé tout ton texte, tout ton terrain, est-ce que les personnages te surprennent parfois dans leurs attitudes ou est-ce qu'ils t'obéissent ou est-ce que parfois ils t'échappent mais alors complètement et ils vont complètement à l'encontre de ce que tu avais décidé au départ? Alors, ça, c'est horrible parce que, enfin, c'est quand même le point de départ en tout cas pour ma série actuelle, Les Fileuses de temps. L'idée de base, c'est qu'il y a un personnage historique féminin que je vais suivre et qui va être potentiellement influencé et on va montrer son impact ou non sur l'histoire. Donc je suis un peu obligée quand même de respecter le minimum de sources que j'ai sur mon personnage féminin. Et il y a des fois où j'écris 4 chapitres et là je me rends compte en regardant ma fiche personnage que rien ne va. Tu t'es éloignée. Ouais, elle était censée avoir un enfant, elle n'a pas eu, ou bien elle avait 3 frères, enfin, des faits un petit peu basiques que je m'efforce de respecter, même si les gens ne le sauront pas. Mais pour moi, ça me met une sorte de challenge, ça me met des contraintes de base. Et là, je suis obligée de recadrer mon personnage. Parce que du coup, il prend aussi... Quand dans les sources historiques, tu as très peu la personnalité. Oui, c'est vrai, c'est plus factuel.
Ouais, et puis moi, c'est des personnes qui ont vraiment existé, mais qui ont existé au début du XVe siècle. C'est une période qui est peu documentée. Il y a quelques exceptions, comme Jeanne d'Arc, mais sinon, on connaît pas la personnalité, on ne décrit pas ses réactions, quoi. Les émotions. Mais sinon, ça aurait pas été documenté la manière dont elle répond, dont elle réagit, etc. Donc, en fait, sur la plupart des personnages historiques que je choisis, je suis obligée de leur donner une grosse personnalité, un peu de zéro. Et donc, quand je donne ça, il y a des choses logiques qui se passent parce que tu crées les relations familiales, tu crées même sa personnalité va faire qu'elle va faire des choix d'elle-même. Et après, quand je vérifie les faits historiques que je m'étais noté, que c'était dans mes recherches de base, bah je me rends compte qu'en fait j'ai dévié et qu'il faut que je retrouve un compromis entre ce que toi t'as sorti et ce qui a vraiment existé. Oui, mais c'est vachement bien parce qu'au moins elles ont une vraie personnalité et elles sont pas juste c'est pas juste factuel, ce qui est des fois quelque chose que je reproche aux romans historiques. Voilà, suivant la liberté que tu prends, tu peux rester un petit peu trop froid sur les personnages si tu essayes d'être trop réglo avec l'historique, alors que si tu te permets de leur mettre une personnalité forte, puisque de toute façon tu fais c'est ni faux ni vrai. Oui, puisqu'il n'y a pas de témoignage ou de base. Et là, ça a beaucoup plus de vie, moi, je trouve. Donc, c'est ça que je préfère. Donc, ils ont le droit de sortir de la case. Ah, bon, bah, ça va alors. C'est nickel. Et lors de l'écriture de tes différents textes, est-ce qu'il y a eu des scènes ou des moments que tu as écrits, mais qui t'ont fait peur et que tu as hésité à garder et pour le bien de l'histoire, qu'est-ce que tu en as fait? Alors, ça m'arrive, oui. J'ai déjà eu un petit cimetière de scènes coupées. J'ai du mal quand c'est vraiment un chapitre entier ou un demi-chapitre, parce que moi, souvent, mes chapitres, il y a peut-être 2-3 scènes. J'ai beaucoup de mal, moi, à supprimer, mais si je vois que... Alors, ça m'arrive, par exemple, de faire des métaphores. Ça m'arrive assez souvent. C'est pas dire que c'est mauvais ou gênant ou quoi, c'est peut-être pas exactement ta question, mais des fois, je m'amuse à créer une métaphore qui, par exemple, ils font un jeu, des charades ou un truc comme ça, qui va refléter des aspects de l'univers ou des aspects de la relation. Mais bon, ça prend vraiment un demi-chapitre et ça va dans le cimetière des scènes coupées. D'accord. Un jour, j'en ferai des scènes bonus, mais c'est utile pour moi, mais ça reste... j'ai eu des retours de bêta qui disent non, mais là... il n'y a pas besoin. C'est une grosse parenthèse, en fait. D'accord. C'est un peu comme un mini-roman dans le roman, mais ça n'a pas lieu de rester là. Donc, ce genre de scène, ça m'arrive vraiment souvent. Il y en a au moins 2 par roman. Ah oui, effectivement. Ouais, et souvent, je me suis rendu compte que c'était un peu ça. C'était des jeux ou des petits clashs entre les personnages. C'est des jeux verbales ou des jeux, ou même un jeu de société. Enfin, des choses. C'est toujours un petit peu sur ce thème-là, ce type d'interaction-là, et je suis obligée de les sortir. D'accord. Ok. Et à travers tout ce que tu nous as déjà dit, donc la femme, la place, est-ce qu'il y a des thèmes spécifiques que tu explores sans cesse, sans t'en rendre peut-être compte, ou en réalisant à la fin d'avoir écrit un chapitre ou un texte, de dire « Ah, mais j'ai dit ça, j'ai raconté ça ». Est-ce qu'il y a des thèmes comme ça qui ressortent régulièrement dans tes textes? Donc plus désolée, j'ai du mal avec le mot thème, plus dans le type de message ou d'intention. Alors moi, c'est toujours très engagé. Pour moi, ce que j'écris, c'est aussi quand même une fonction de... je veux dire, si je vais manifester à la Pride, ça me semble important pour moi de aussi manifester pour des droits LGBTQIA+, dans mes romans. Si tu vois, c'est des convictions... donc j'essaye d'y mettre quand même certaines valeurs et certaines convictions... donc je m'engage sur mes personnages gays, lesbiennes, bi en particulier, parce que c'est ce que moi j'arrive le mieux à écrire, même si c'est pas 100% du own voice. Et puis sur les droits des femmes en général, le sexisme, potentiellement le racisme, j'essaye toujours d'avoir un ou 2 lecteurs sensibles. Sensibles. Et puis, de faire attention à mes messages. Moi, j'écris aussi beaucoup sur le colonialisme. Donc, pareil, c'est quelque chose qui est encore super actuel.
Et qui est aussi, pour moi, c'est une partie de l'histoire qu'on n'a pas forcément tous appris pareil, hein, suivant le pays où on est, on n'a pas la même vision de... Soit on l'a subi, soit on l'a fait. Oui, et puis même quand on l'a fait, c'est quelque chose de bien, parce qu'on... on pense qu'on fait ça pour le bien. On nous explique les raisons pour lesquelles ça a été fait, qui étaient les raisons bien à l'époque, qui aujourd'hui sont considérées comme mauvaises, mais ça, on nous le dit pas forcément. Enfin, moi, je trouve qu'au niveau esprit critique, quand t'apprends l'histoire, suivant les profs que tu as eu, l'environnement familial ou ce que toi tu lis à côté, tu as une image, tu peux avoir une image de la France qui est encore un peu celle de l'époque, quoi. Oui. Donc pour moi, c'est important aussi quand tu écris d'historique d'aller un peu casser l'opinion de l'époque et de la mettre en confrontation avec celle qu'on a aujourd'hui et de montrer un peu mais ça, les différences et les problématiques. Ouais, et puis quand tu vois, mais ça c'était horrible, terrible à l'époque. Alors moi en plus c'est sous couvert d'Uchronie, donc on se dit ah mais elle exagère un peu. En vérité j'utilise des faits, je ne change jamais les faits historiques. Donc peut-être qu'ils apparaissent un peu plus tôt ou dans le désordre ou qu'ils sont concentrés, par exemple. Moi ils sont concentrés sous le joug de l'Empire britannique, mais il y a des choses qui ont été faites par l'Empire colonial français que je vais réutiliser comme des scènes, et c'est vraiment des faits exacts, genre des boutiques à esclaves où tu as des gens nus exposés derrière une vitrine et tu peux aller choisir, essayer. Des gens nus, les acheter. Ça, c'était réel aussi en France. Et comme le zoo des humains. Enfin, voilà, l'expo universelle avec un zoo humain, avec des locaux qui étaient exposés. Toutes ces choses-là, moi, souvent, les gens, ils me disent, il est horrible ton monde dystopique. Genre, oui. C'est très dystopique. Oui. Donc, ça permet au lecteur de voir des dénonciations du passé sous couvert que c'est pas forcément, voilà, il se dit que c'est pas vrai. Sauf qu'au fur et à mesure que tu lis le livre, tu te rends compte qu'en fait, c'est quand même du pur historique. Et donc, c'était vrai. Et ça permet aussi d'amener une porte d'entrée différente pour que les gens voient. Ils puissent réfléchir aussi. Voilà. Et souvent, c'est des violences du passé qui sont franchement encore là aujourd'hui. Il y a beaucoup de sujets qui reviennent. Beaucoup, ouais. Il y a des choses qui ont du mal à nous lâcher, effectivement. Ouais. Au moins, tu fais le parallèle. Et tu te dis, oh là là, c'est un comportement qu'on a encore partiellement. C'est pas faux. Alors maintenant, on va passer à la partie blocage. Tu sais, des fois, quand tu te retrouves face à ton texte et que tu as une page blanche ou que tu n'arrives pas à écrire ta phrase parce que tu n'arrives pas à la trouver parfaite, comment tu fais toi dans ces moments-là ? Alors moi, j'ai vraiment pas la page blanche. Par contre, ça se peut que je vois que j'ai mal préparé mon plan. Alors je suis extrêmement préparée, je suis très organisée, j'aime bien avoir bien anticipé. Et c'est un peu comme dans la vraie vie. Genre, je fais tous mes plans, il y a un imprévu qui arrive, et là, c'est la catastrophe. Voilà, ça peut m'arriver. Donc, c'est pas vraiment de la page blanche. C'est pas que j'ai plus l'inspiration, mais c'est que je sais que si je continue à écrire, je vais devoir mettre à la poubelle et refaire, parce que j'ai une incohérence qui arrive. Et du coup, je suis obligée de revoir mon plan et il y a quelque chose que j'avais un peu bâclé et souvent je le savais très bien. J'ai mis un raccourci où je me suis dit oui bon là il se passera tel truc, enfin voilà. Et quand je vois ça, là je me rends compte que bonjour petit bonhomme. J'ai l'impression d'un petit bonhomme de 2 ans. Donc ouais, quand j'ai des incohérences, c'est là où je peux bloquer quelques jours parce qu'il faut que je répare mon plan avant de pouvoir me remettre à écrire. Et c'est pas que je peux plus écrire, c'est que je sais que ça va coincer à un moment ou à un autre. Oui, c'est que je me suis embourbée quelque part et que si j'écris, je vais devoir mettre à la poubelle et j'aime vraiment pas ça, moi. J'aime pas devoir mettre à la poubelle un chapitre entier, donc on arrête. Je comprends. Et est-ce qu'il y a justement une partie plus difficile qu'une autre à écrire? Tu sais, des fois, on parle du ventre mou, de la première phrase qu'il faut qu'elle soit parfaite, ou bien on n'arrive pas à faire un bon dialogue. Est-ce que toi, il y a une étape dans ton écriture que t'aimes le moins, qui te demande plus d'attention? Alors moi, je visualise beaucoup, donc je vois ma scène, et donc c'est très facile pour moi les dialogues et les dialogues, les descriptions, tout ça vient très naturel. Enfin, ça sonne très naturel. Aussi parce que j'ai une plume assez facile. Enfin, il y a pas,
c'est pas très poétique, il y a du vocabulaire, mais c'est le vocabulaire d'époque, c'est pas dans le sens, je soigne pas les figures de style, des choses comme ça, donc je vais pas me bloquer sur des trucs comme ça. Donc les dialogues, par exemple, ils sonnent assez vivants. Pareil pour les dernières phrases, pour moi, c'est assez évident. Quitte à la changer plus tard, mais j'y vais et il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, oui, j'ai clairement les ventres mous. J'essaye d'y faire attention en milieu de chapitre, parce que j'ai tendance à découper avec 2 scènes fortes. Et du coup, il y a un peu la transition entre les deux qui ressemble à un petit ventre mou, quoi. Un joint un petit peu maladroit. Alors, je sais pas si je dois rajouter une autre scène forte entre les deux ou si je dois couper la transition. Enfin, et c'est un peu pareil pour le milieu de bouquin. D'accord. Donc, ce que je fais, c'est que je découpe plus. Donc, justement, je me dis, est-ce que c'est une 3e scène ou est-ce que c'est juste, il y a 2 grosses scènes? Et pareil pour le livre, j'essaye de découper, j'essaye de mettre des bascules, des grosses parties là, il veut ça, et puis là, il se rend compte qu'en fait, il veut autre chose. Et là, il se rend compte que s'il le veut, c'est pour autre chose. Enfin, de vraiment un peu préciser pour qu'on... fasse évoluer l'histoire et le personnage. C'est ça. Déjà, l'histoire et le personnage évoluent, et puis ça reste clair, et t'as pas une transition entre 2 objectifs du personnage. Mais vraiment, tu sens qu'il y a... Une évolution petit à petit. Voilà. Et donc ça m'aide pour le ventre mou, mais... c'est un combat permanent. Ah bah ça. Et justement aussi, là tu viens de publier donc ton premier roman. Oui. Est-ce que ça a changé ton rapport à l'écriture d'avoir finalisé un premier livre et de l'avoir mis dans les mains de tout un tas de gens? Je m'en suis rendu compte en le pitchant parce que... Enfin, pas en le pitchant, mais voilà, en commençant à en parler à quelqu'un et puis qui me demande mais du coup c'est tel type ou tel type, et tu vois, les gens essayent de mettre dans des cases. Et du coup j'insiste, mais c'est pas de l'aventure. Alors c'est pas qu'il y a pas d'action, mais c'est quand même assez introspectif. C'est basé beaucoup sur les relations entre les personnages, les relations politiques, et donc c'est pas. Je me suis rendu compte aussi en faisant le book trailer. Que j'ai fait avec Salomé, elle voulait que mon paquebot, il y ait une explosion qui coule, un gros bruit, quoi. Un truc un peu qui secoue le trailer. Je disais, non, mon paquebot, il coule pas, il coule tranquille, hein. Le paquebot, au contraire, me servait c'est un des éléments d'histoire qui me sert à montrer l'isolement du personnage qui est coincé dans une cabine et qui déprime, et c'est un long voyage et c'est chiant, et ça montre justement cet aspect-là de la vie. Et donc je me retrouve à dire aux gens, mais attention, c'est pas un roman à l'aventure, voilà, c'est plus proche d'un Jules Verne, par exemple. Vraiment, tu vas découvrir des trucs, tu vas apprendre des trucs avec le personnage, mais tu vas pas, quand il y a des péripéties, c'est pas des énormes catastrophes. D'accord. Mais par contre, à force de dire ça, je me rends compte que maintenant, quand j'écris le tome 3, je mets un petit peu plus d'aventure. D'accord. C'est un peu comme un reproche à moi-même. Je me dis, mais les gens, ils veulent... Ils réclament. Oui, mais d'un autre côté, je veux pas non plus dénaturer le type de roman que j'écris. Donc, voilà. Mais c'est vrai que, mine de rien, ça a un petit peu changé la manière dont je gère mes péripéties, quoi. D'accord, ok. Là, j'ai vu sur Instagram que tu avais fait une soirée de lancement pour ton roman. Tu peux nous la raconter un petit peu, comment tu as vécu tout ça, et puis la rencontre avec tes futurs lecteurs, tes dédicaces et tout ça? Non, alors c'était un petit truc avec... il y avait une dizaine d'autrices qui habitent par ici, et puis d'anciens collègues aussi, d'amis du coin. Mais non, c'était vraiment parce que ça me faisait... Enfin, j'étais tellement juste trop fière. Pour moi, c'était ma petite maison édition de la primaire, quoi. C'est vraiment... Je me disais, c'était... puis ça m'a beaucoup vexé, moi, qu'on me dise qu'autrice, c'était pas un métier quand j'étais petite. Et que... voilà, après, j'ai fait des études d'autres choses. Enfin, ça m'est complètement... Pour moi, ça s'est rangé dans la case hobby à partir du collège, où on m'a bien expliqué ce que c'était un métier, ce que c'était pas un métier. Ouais. Aussi avec un contexte familial, éducatif, la totale. Et donc là, c'était un petit peu je l'ai fait. J'avais besoin de le dire fort. J'ai fait un discours. Wow. Mais là, je l'avais pas préparé, mais j'ai dit, mais
s'il y a un truc que je suis sûre de faire à cette soirée de lancement, c'est un discours pour dire j'ai publié un livre. Et c'était, alors du coup, la moitié, c'était des autrices qui m'avaient potentiellement soutenue, aidée. On avait coécrit dans des cafés. C'était dans le café où j'avais écrit un roman en grande partie. Donc, ils avaient été très chouettes de nous accueillir. Enfin, vraiment trop mignons. Et par contre, les autres gens, c'était en partie un coming out, quoi. C'était vraiment, il y en avait, ils étaient, oh là là, quand je leur ai envoyé l'invitation, ils m'ont dit, mais comment ça, mais qui, quoi, toi? Parce qu'ils savaient que j'écrivais un peu, mais ils savaient pas à quel point c'était important. Et donc, je pense que c'était une manière de dire vraiment que pour moi, c'est un gros pilier de ma vie maintenant. D'accord. C'est super important. C'est plus juste un petit hobby. C'est un vrai métier. Bah, complètement, parce que maintenant, j'ai ma boîte, j'ai des prestataires, j'ai un budget, c'est tout un business, donc mine de rien, et puis ça me réconcilie avec mes études, vu que j'ai fait des études de commerce, et au moins je sais. Bah oui. Et ça me permet de enfin me dire, j'ai fait des études pour écrire. Mine de rien, hein. Oui. On va faire un compromis. Ça apporte toujours des éléments de toute façon pour la suite. Hein. Bien sûr, t'apprends toujours plein de trucs. Et justement, cette rencontre avec tes lecteurs, de signer tes premières dédicaces, comment ça s'est passé? C'était cool. Bah, je pense que j'étais un peu sur un petit nuage. Je sais plus trop où donner de la tête. J'ai presque rien mangé parce que j'étais juste focus sur. Et puis tu débats de trucs improbables, quoi, des entêtes de chapitres. Et puis il y en avait qui avaient commencé à lire, pas forcément tout lu, mais et qui sont venus avec leur exemplaire pour que je le signe. Il y en a d'autres qui ont acheté sur place. Et c'est vrai que t'as pas la même discussion entre les gens qui ont commencé ou qui ont lu et ceux qui justement vont découvrir, qui attendent qu'ils te le pitch et qui vont décider si c'est le genre de truc qu'ils lisent. C'est hyper intéressant. T'as différentes interactions et oui, c'est là où tu vois, par exemple, on me demandait mais c'est un truc d'aventure ou pas, et donc tu te retrouves aussi à apprendre sur ton roman et à savoir le placer, quoi. Donc, et expliquer ce que c'est. Ouais, franchement, hyper enrichissant, quoi. Et puis, j'avais des crampes à la mâchoire, quoi. Je suis tellement contente. J'imagine, c'est un grand moment dans la vie d'un auteur de pouvoir donner, entre guillemets, son livre à quelqu'un d'autre, à le partager, pour qu'il puisse découvrir. Écoute. Ouais, genre on me disait mais il est trop beau, je disais oui, qu'est-ce qu'il est beau. Enfin, tu sais, c'est un peu comme quand moi ça m'a fait penser à quand mon fils est né. Oui, c'est vrai. Et que les gens complimentaient, que je disais évidemment que c'est le plus beau du monde. Enfin, je veux dire normal. C'est le mien, tout à fait. Je comprends. Petit effet. Alors justement maintenant on va parler de ton livre, de ta série pour être exact. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus pour justement nous le pitcher, nous l'expliquer, et nous donner envie de te lire? Alors, peut-être d'abord la série pour avoir un petit peu le contexte. Voilà. J'ai déjà un petit peu dit, mais du coup, Les Fileuses de temps, c'est une série de tomes indépendants, donc ils peuvent se lire dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas de chronologie puisqu'ils se passent tous pendant une année et c'est toujours la même année. C'est juste qu'il va y avoir une petite uchronie personnelle dans le tout premier personnage qui va faire un choix légèrement différent. Je donne pas, je spoil pas le début, mais donc le début est le même pour tous les bouquins. Donc les 2-3 premières pages, c'est mot pour mot, je garde la même. C'est le prologue, il est très court, mais c'est vraiment le même. Et par contre, il y a un effet du hasard, qui déclenche un choix différent du tout premier personnage. Et là, ça amène un tome qui n'a rien à voir avec les autres, mais on reste sur la même temporalité, donc vraiment ils sont tous en parallèle et ils vont tous traiter d'une femme importante dans l'histoire qui a changé l'histoire ou qui aurait pu changer l'histoire, et là on sait pas trop parce qu'encore une fois il y a une uchronie sur l'histoire avec un grand H. D'accord. Donc ça c'est le concept de la série. Et du coup chaque tome va se passer dans un endroit différent du monde qui a eu une importance sur l'histoire du monde, en particulier sur la colonisation de la planète. Et donc l'idée, c'est que tous ces blocs, tous ces tomes auraient pu potentiellement empêcher des colonisations violentes, comme on a eu, ou aussi auraient pu potentiellement déclencher pire et avoir un seul empire qui colonise toute la planète plutôt que d'en avoir quelques-uns, et qui du coup reste en place parce qu'il est tout seul. Et donc ça, c'est mon hypothèse. Et en fait, il y a plein de petites choses qui sont passées dans l'histoire, qui ont été dans les mains de femmes très importantes,
et qui ont fait que ça n'est pas arrivé ou que ça aurait pu arriver d'avoir une telle catastrophe et un empire totalitaire sur notre monde. Et donc, chaque tome explore une de ces femmes dans un endroit différent du monde. Le tome 1 est en Chine. Et après, il y aura un tome qui va se passer en Lorraine. On se demande bien avec qui. Et celui que j'écris actuellement, il est en Suède, dans l'Empire danois. D'accord. Ils sont tous la même année. Et voilà. Donc, celui actuel sur la Chine, on va suivre une impératrice dans la Chine des Ming. Qui n'a pas envie d'être impératrice, donc elle est extrêmement malheureuse. Elle n'aime pas ni sa position, ni son rôle, ni l'empereur, avec qui elle est forcée d'avoir des relations en particulier. Et voilà, en fait, le fait d'être impératrice à l'époque, c'est pas j'ai le pouvoir et je vais essayer de faire le bien dans le monde. Il y a aussi une réalité personnelle. Moi, je joue beaucoup là-dessus. Et elle va trouver un anneau qui va commencer à lui souffler des petits conseils. Et on va se rendre compte en parallèle qu'il y a une petite sphère, une machine, justement, qui est vraiment axée dans l'univers steampunk. Il y a une technologie qui permet à cette machine de relier l'anneau à un inventeur en plein 19e siècle, qui est dans un 19e siècle uchronique. Donc, on a une révolution industrielle qui est absolument gigantesque, qui a pris de l'ampleur parce que c'est l'Empire britannique qui a réussi à coloniser la planète entière et qui donc va imposer son modèle de l'époque. Et donc, cet inventeur va commencer à communiquer avec l'impératrice Ming dans le passé. Il a potentiellement influencé ou non ses choix pour pouvoir détruire l'empire qui est en place, lui, dans son époque. Donc, il va partir sur Pékin et c'est là où l'intrigue commence. Je vais pas plus loin. Non. Me spoil pas, j'en suis là. Ah mince. Les premiers quelques chapitres, où il décide de partir. Ok, ça marche. On note. Alors, donc là, tu disais que tu as les 2 autres tomes qui vont arriver. Est-ce que tu t'es créé déjà une sorte de calendrier éditorial, un cadencement, ou pour l'instant, tu les écris et tu verras bien? Non, j'essaye de mettre des objectifs. Alors après, je me suis aussi rendu compte du temps exact, de l'estimation un peu plus précise de ce que ça prend de publier un bouquin. Parce que franchement, pour moi, vraiment, là, je considère que je suis autrice et éditrice. Il y a 2 gros jobs. Et en tant qu'éditrice, j'ai mis au moins 1 heure par jour pendant 2 mois pour avoir une sortie qui soit vraiment bien, que ce soit sur toute la partie administrative, légale, les relations avec les partenaires, et puis du travail de mon côté. Parce que moi, je suis formée pour la mise en page, donc j'ai fait ma mise en page, mais voilà, il y a aussi plein d'apprentissages et ça prend beaucoup de temps. Et donc j'avais un peu sous-estimé ça parce que moi je m'étais dit c'est un peu mon hobby, j'ai mis 1 heure par jour, mais du coup j'ai presque pas écrit. Ah bah oui. Donc si je veux continuer au rythme prévu d'1 heure par jour d'écriture, il faut que je trouve soit autre part pour caser la 1 heure par jour d'édition, soit il faut la sous-traiter comme des auteurs en maison, mais ça c'est vraiment pas ma préférence. Soit je vais devoir réduire et faire qu'une demi-heure d'édition, 1 demi-heure d'écriture, mais du coup je vais être 2 fois plus lente. Donc je sais pas encore trop comment je vais gérer mon temps. Mais au moins, maintenant, j'ai une estimation de combien de temps je mets pour écrire ces romans-là et combien de temps je mets pour les éditer. Et ce que j'espère faire, c'est en avoir un par an. C'est pas mal. C'est le plus réaliste. Après, c'est possible que j'ai pas la patience d'attendre 1 an entier pour sortir le 2e parce qu'il est déjà en train de... on a fini la correction édito, il est déjà sur la correction plus de forme. Donc, il est vraiment en train d'être bientôt publiable. Donc, je sais pas si je vais arriver à le garder en stock ou s'il va juste sortir à un moment. Tu verras bien. À un moment, je pense que tu diras, c'est bon, je le sens, ça va y aller. Oui, mais après, c'est difficile. Est-ce que c'est stratégique d'en sortir un, 6 mois après d'en sortir un autre et après que c'est que tous les ans?
Après, franchement, dans le monde de l'édition, quand t'as des grosses sagas comme ça, c'est pas tous les 6 mois, c'est tous les 3-4 ans que t'as un tome. Donc, ou bien ils ont été écrits d'avance, et auquel cas, ils sortent tous les ans. Oui. Donc, voilà. Il y a des histoires, on attend toujours la suite, mais c'est pas grave. Je suis d'accord. Mais ça va bien se passer. Je viens de finir le tome 2 des Carmidor, et je me suis dit qu'il n'y a plus que le 3 après. Tout à fait. Donc j'ai commencé le 3 ce matin et je me suis dit que rien n'allait. D'accord, ça donne envie de lire la suite. Qu'est-ce qui va leur arriver à tous ces personnages? Les auteurs sont cruels. C'est ça qui est rigolo. Tout à fait. C'est ce qui met du piment et du sel dans notre écriture parce qu'on s'acharne sur eux, les pauvres. Maintenant que ton livre est entre les mains de différentes personnes, qu'est-ce que tu peux espérer que ça va faire ressentir à tes lecteurs? Alors, moi, l'émotion numéro 1 qu'il y a dans les bouquins, c'est la colère. La colère, l'injustice, la révolte. Ça peut être autant sur le... Enfin, c'est principalement sur le système, en fait. C'est une excuse un peu bidon de dire c'est le système, parce que bon, derrière le système, il y a des gens. Mais moi, j'ai pas un gros méchant. Il n'y a pas... Il y a un roi qui est un empereur qui dirige l'empire tout entier, et je le mentionne rarement. Pour moi, c'est même pas la personne responsable des malheurs du monde, c'est les personnages se battent plus contre le système. Et donc c'est cette colère-là que moi je mets et que j'espère que les gens y ressentent, et j'espère qu'ils sont plus engagés ou qu'ils sont rendus compte de certains problèmes qu'on a sur notre monde maintenant. Et puis aussi apprendre des trucs qu'on connaissait pas sur l'histoire, la vie à l'époque, et ça amène toujours un point de vue un angle différent sur comment on vit notre vie aujourd'hui, quoi. Oui, aussi. Ça peut permettre d'apporter des réflexions qu'on peut faire pour améliorer. Donc c'est pas du divertissement et de l'aventure, mais j'espère que ça amène des sentiments forts, de l'engagement et de la réflexion. Complètement. Ok. Et là, on parlait de ta soirée de lancement, mais est-ce que tu as prévu dans les semaines, mois à venir, des séances de dédicaces ou peut-être des salons où tu vendrais et dédicacerais tes romans? Alors, c'est encore un peu tôt, vu que je suis qu'à 2 semaines de la sortie, là, Oui. Mais mon roman a déjà été accepté dans plusieurs librairies dans le coin. Il y a la médiathèque aussi qui est en train de le lire, parce qu'ils prennent jamais d'auto-édité. Et donc j'aurais proposé de le lire pour vérifier un peu par eux-mêmes la qualité éditoriale. Et puis comme ça, ils choisissent ou non. Donc j'espère qu'ils le mettront. Et dans tous les cas, ils m'ont proposé de faire une séance de dédicace à la rentrée. Donc il faut juste le caler. C'est cool. Donc ouais, ça commence à venir, mais j'ai aucune date ou rien d'acté pour l'instant. Mais tout ça prend beaucoup de temps. Oui, tout à fait. Mais quand ça viendra, écoute, on regardera sur ton compte Instagram. On en parlera après tout à l'heure pour savoir où est-ce qu'on peut te suivre. Là, on va passer à la partie conseils. Pour les jeunes auteurices. Ouais. Quelle erreur ou difficulté t'as le plus appris dans ton parcours d'écriture? Bon, ça peut être un bon exemple parce que c'est une erreur que je fais encore maintenant. C'est plus un choix, mais moi j'aime bien quand il y a plusieurs points de vue. J'ai le roman que j'avais écrit en tout début de collège, donc j'étais encore assez jeune, c'était un double point de vue, à 2 époques différentes. Donc je pense que j'étais déjà... oui, t'étais déjà dans le bain. Ouais, j'étais vraiment à fond là-dessus, et c'est vrai que du coup j'avais tendance à écrire 2 histoires décorrélées, qui marchaient en effet miroir. Donc il y avait toujours, pour moi dans mon plan c'était clair qu'il y avait un conflit au même moment, une résolution au même moment, etc. Mais les histoires n'étaient pas assez liées pour qu'un lecteur sente ça. Les enjeux n'étaient pas assez liés, etc. Et donc ça, pour moi, c'était... c'est l'erreur la plus difficile, où j'ai le plus de mal à m'en sortir, c'est de bien garder les 2 intrigues bien liées. Et du coup, c'est un truc que je garde tout le temps en tête. Je conseille de bien garder le cap sur un seul gros objectif. Si tu pitches ton roman en 3 mots, même pas juste une phrase, vraiment 3 mots, pour pas qu'on te dise il y a tel truc et puis ça se rejoint. Non, t'as un seul message, t'as un seul but pour un seul roman, et potentiellement plusieurs lignes, mais il faut qu'il y ait quand même un gros
tronc commun, quoi. Un fil rouge. Ouais, moi je donnerais vraiment ça comme conseil, de bien avoir son fil rouge. Ok. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te publier ? Je crois qu'on m'a prévenu pour la plupart des trucs. Hein. Bon, ça va alors. Oui, j'ai tendance à trop me préparer avant de me lancer dans quelque chose, mais oh là là, Amazon, quelle plaie. Ouais. Non, franchement, je pense qu'on m'a prévenu et que j'ai pas forcément compris à quel point c'était le cas. Par exemple, que ça mange beaucoup plus de temps que l'écriture. D'accord. Donc pour écrire un roman, je vais peut-être y mettre 200 heures, mais pour le publier, je vais y mettre encore plus. Ça, je m'y attendais pas, quoi. Je pense que l'ampleur vraiment d'investissement que tu dois y mettre, ça, je m'y attendais, mais j'avais pas pris la pleine mesure de ce que ça voulait dire. D'accord. Quel conseil te semble mauvais, mais qu'on donne souvent aux autoristes ? Écrire tous les jours. Moi, j'aimerais, hein. Ça m'irait bien. Et il y a des fois où je serais plus en séance flemme et je regarderais mon plan, où je ferais des petites recherches, voilà. Mais écrire vraiment en mode rédiger des phrases, faire du premier jet tous les jours, ça, moi, je trouve ça ridicule parce que du coup, t'écris pas forcément bien ou tu te dégoûtes ou, enfin, même moi qui aime me poser devant mon histoire tous les jours, je me dirais pas j'écris tous les jours. D'accord. Ça me bloquerait. Et là, la page blanche. Voilà. Je comprends. Ouais. Pour toi, réussir en tant qu'écrivaine, c'est quoi ? J'y ai pensé hier parce que quelqu'un a souhaité longue vie à mon roman sur un commentaire Instagram et ça m'a émue, c'était bizarre. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est pas le nombre de lecteurs ou le revenu ou bon, alors je serais contente de rentrer dans mes frais quand même. Mais j'imagine. mais je compte pas en tirer un salaire, donc enfin tu vois, le succès, ce serait pas que ça devienne un best-seller, ou enfin, c'est pas l'ambition que j'en ai, puisque j'ai choisi un canal de distribution qui est franchement pas fait pour avoir de grosses ventes ou quoi que ce soit. Je veux dire, j'ai pas une grosse maison derrière moi, donc c'est pas du tout le chemin que j'ai pris. Par contre, une longue vie à mon roman, ça, j'ai trouvé le concept génial, et pour moi, ce serait ça la réussite, ce serait qu'il continue à être intéressant plus tard. Et à ce que des gens potentiellement s'en souviennent ou se conseillent alors que ça fait déjà plusieurs années qu'il est sorti. Que ce soit pas un roman qui vive que 3 mois. Ouais, comme moyenne. Voilà. Alors ça, pour le coup, tous les prolongements de vie de ce roman, ça me fera plaisir. Ok. Est-ce qu'il y a une lecture qui t'a marqué et que tu recommanderais à tout aspirant auteurice ? C'est dur ta question. Ça peut être un livre que tu as lu et que tu trouves vraiment parfait au niveau de l'écriture, de l'intrigue, de l'histoire, ou ça peut être un livre que tu as utilisé pour t'aider ou apprendre à écrire et à te sentir plus à l'aise avec l'écriture. Je réfléchis, mais là, il y en aurait beaucoup forcément. Donc, mais il y a celui que je mentionnais, Anna, qui est qui m'a vraiment marqué. Mais après, c'est pas forcément celui-là que j'emmènerais sur une île déserte ou c'est pas voilà. Qui me viennent en tête, il y a par exemple ceux qui m'ont marqué quand j'étais un peu plus jeune et que du coup m'ont vraiment inspiré pour écrire. Du style Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, je sais pas comment on l'appelle. C'est un classique, je crois qu'on me l'avait fait lire à l'école. Mais t'as une évolution. T'es dans la tête du personnage. Je sais pas si tu connais l'histoire. T'es dans la tête d'un personnage qui a potentiellement un retard mental. On sait pas trop au tout début. On sait pas s'il est jeune ou enfin voilà. Mais quand tu lis, il y a plein de fautes d'orthographe. Les phrases sont courtes, c'est pas très structuré. Et en fait, il est un peu sujet de test pour quelque chose qui est censé augmenter son QI. Et donc, au fur et à mesure du livre, il devient de plus en plus intelligent. Ok.
Mais c'est aussi une critique, voilà, de l'expérience de base, de ce que c'est l'intelligence, etc. Mais du coup, l'évolution du personnage est incroyable et elle vient avec l'évolution de la plume, de la manière de voir le monde, des interactions qu'il a avec d'autres personnes. Enfin, l'impact est total. C'est vraiment un concept qui va impacter la manière de raconter une histoire. Et ça, j'avais trouvé ça extraordinaire. Donc ceux qui l'ont pas lu, je le conseille. Je pense que ce serait ça s'il fallait le livre qu'il faut avoir testé. Qu'il faut avoir lu. Ok, ça marche. Si tu pouvais parler à la personne que tu étais au début, qu'est-ce que tu lui dirais? Au début, avant le roman ou... Quand tu étais petite et que tu commençais à rêver de devenir autrice, quand tu es devenue plus vieille et que tu es devenue autrice, cette toi d'avant. Bah, moi, si j'avais pu me parler, j'aurais dit c'est pas tout ou rien. C'est pas, ça va être 100% de ta vie ou 0% de ta vie. Parce que moi, je me suis un peu dit ça. Et du coup, à partir du moment où j'ai eu trop à faire en termes d'études, à partir, je sais pas, du bachotage, etc., et ben, j'ai complètement éliminé la lecture et l'écriture. Je pense que j'ai pas lu pendant 5-6 ans et j'ai pas écrit pendant 10 ans. Parce que j'avais trop dans la tête, il y avait tous les textes d'études, il y avait trop de choses et j'avais pas le temps. Et en vérité, je regardais des séries. Je veux dire, tu peux toujours te libérer une petite heure de loisir par jour. Et franchement, j'aurais aimé garder cette habitude d'écrire. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu du temps perdu, où j'ai perdu 10 ans, où j'aurais pu encore plus progresser dans l'écriture ou écrire plus de livres, tu vois. Et donc, j'aurais bien aimé me dire à mon ancienne moi ce que j'ai enfin compris maintenant, qui est que je peux faire de l'écriture, même si c'est qu'1 heure par jour ou même 1 heure par semaine, et que c'est OK, et que je suis pas obligée de faire ça comme un job à plein temps sur des 8 heures par jour traditionnels, quoi. Et ça, je l'avais vraiment pas entendu comme ça. D'accord, c'est un très bon conseil. Je te remercie. Bah, pour les jeunes, franchement... du coup, maintenant, je fais pas mal d'accompagnement. Je suis sur des groupes Facebook de bêta lecture ou bien c'est des recommandations d'enfants, d'amis ou quoi. Je fais des accompagnements pour des ados qui écrivent, enfin des jeunes de 12-13 ans, quoi. Parce que je pense que j'ai un peu ce regret envers moi-même. De pas avoir pu profiter plus. Oui, et du coup, je leur passe ce message. Écrivez encore, ne vous arrêtez pas. Ça reprendra une place plus tard, même si c'est pas à 100%. Ok, ça marche. Alors, maintenant, pour te suivre, où est-ce qu'on peut aller pour te soutenir, découvrir ton travail? Où est-ce qu'on peut se rendre? Alors, au niveau réseau, je suis active que sur Insta, honnêtement. Mais du coup, c'est Camille Anderson, autrice. Et j'ai aussi un site web, donc camilleandersonautrice.fr. Ok. Où il y a d'ailleurs ma boutique en ligne, donc il y a des livres, et il y a aussi, j'essaye de mettre quelques exclus, donc là en ce moment il y a des marque-pages qui sont sortis, il y a des petits trucs en plus par rapport à juste commander sur Amazon. Et du coup je mets mon actu sur les deux, voilà, et j'ai ma newsletter qui va avec mon site, où là je mets les avant-premières, mes coups de gueule, des petites infos historiques, parce que je trouve ça fun. Okay. Donc voilà, s'il y a des passionnés d'histoire ou pour avoir mon actu, la newsletter, c'est un bon moyen aussi. Et de te suivre. Sur le site. Ouais. Ça marche. Alors, avant de conclure cet épisode, on va passer à un petit jeu. Une question, une réponse. Je trouve que tu as déjà posé beaucoup de questions. Ouais, je sais. Mais là, c'est la fin. Je t'assure, on arrive à la fin et là, c'est plus pour détendre l'atmosphère avant de raccrocher, entre guillemets. Vas-y. Un personnage que tu n'oublieras jamais. Bah, je vais me répéter, mais du coup, c'est Anna. Vous avez compris. Moi, je voulais à tout prix avoir une fille pour pouvoir l'appeler Anna. Mince. Peut-être plus tard. Et en plus, je l'ai relu il n'y a pas très longtemps et c'est pas un super personnage. D'accord. Ça m'a marqué, donc voilà. Oui, on garde parfois aussi des souvenirs différents. Ouais, je pense que quand je l'ai lu enfant, c'était un monde que je savais pas que ça existait. Et ça m'a donné une image des femmes de dingue, quoi. Ça m'a tourné en féministe profonde dès mes 12 ans. De là, oh là là, tout un monde. Ok. Est-ce que tu as un personnage préféré dans tout ce que tu as écrit? Ouais, c'est mon personnage qui s'appelle Adélaïde. Adèle. Et qui va prendre différentes... Enfin, je lui ai construit beaucoup d'arcs narratifs possibles suivant les tomes. Elle apparaît dans beaucoup de tomes.
c'est peut-être elle, la personnage la plus principale de toute la série, parce que elle a vraiment des chemins complètement différents suivant comment elle interprète ses vrais désirs et comment elle choisit de les poursuivre ou pas. Donc elle va être plus ou moins heureuse et ça, moi, je trouve ça génial parce que c'est vraiment t'as un personnage avec sa personnalité et ses ambitions fortes et vraiment ses préférences, son caractère, mais suivant si elle fait le mauvais choix ou pas, elle va vraiment tourner. Là, le premier tome, les gens qui l'ont lu ont pas trop aimé son personnage, mais il y a des tomes où elle est géniale. Ok. C'est un super personnage à écrire. Eh ben, on retient. Un mot que tu utilises trop. Même. J'en ai besoin tout le temps quand j'écris moi-même, elle-même, et puis même si t'insistes sur un truc et du coup il y en a trop, donc ça je sais que je fais la chasse au même. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a un moment pour toi que tu préfères dans la journée pour écrire? Idéalement, c'est le matin. Parce que le matin avant le travail, surtout le travail comme ça, j'ai l'esprit encore frais. Je suis pas trop fatiguée mentalement et du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi. Ok. Est-ce qu'il y a une musique qui colle à ton univers? Il y a la musique de mes book trailers que vous pouvez voir sur Insta. Qui colle ouf. Je sais pas le nom. Faudrait que je cherche, mais c'est une musique d'ambiance qui a le côté un petit peu du tic-tac de l'horloge et qui s'accélère. Et pour moi, c'est vraiment ça l'ambiance de la série, quoi. Ok. Si tu devais décrire l'âme de tes romans en quelques mots, tu nous dirais quoi? Engagé. Immersif. Ça fait quelques. J'ai pas trop d'idées. C'est déjà pas mal. T'inquiète. Okay. Allez, la dernière pour la route, comme on dit. Si ton œuvre devenait un film, parce que j'ai vu la carte avec Salomé qui montre que t'as déjà prévu ton budget pour Hollywood. Oui, complètement, oui. Alors, qui tu choisirais comme actrice pour incarner tes personnages? Je suis trop une quiche, je me rappelle jamais des noms. Mince. Et à l'époque où les premières saisons de Game of Thrones étaient sorties, forcément j'avais un gros crush sur Rose Leslie qui fait la rousse qui est amoureuse de Jon Snow. Je ne me rappelle plus comment son personnage s'appelle, mais l'actrice s'appelle Rose Leslie. J'ai vu pas mal de films avec elle et je suis... C'est la sorcière? Non, c'est elle fait partie du peuple qui habite de l'autre côté du mur et il est resté avec eux. Rose, oui, ok. Rose Leslie, c'est l'actrice, mais je sais plus c'est le nom du personnage. Je crois que c'est Rose, non, comment elle s'appelle? T'as raison. Celle qui vit dans la neige, je l'ai sur ma tasse Ygritte. Avec Snow. Elle s'appelle Ygritte dans le livre, en tout cas. Dans la série, je crois aussi. Ok. Cette actrice-là, pour Adélaïde, parfait. Magnifique. Ok. Parce que c'est un peu style, elle est pas complètement gentille, elle est pas complètement méchante, elle arrive à faire vraiment les expressions, tout ce qu'il me faut. Ok, ça marche. Voilà, ça y est, on est arrivé à la fin. Avec toutes mes questions. Écoute, je te remercie beaucoup Camille d'avoir partagé tout ça avec nous. J'espère que ça s'est bien passé pour toi aussi pour l'épisode, que c'était pas trop long. Parce que c'est vrai, je pose beaucoup de questions. Effectivement. Voilà, intéressant. Tu m'as trouvé des questions qui m'ont challengé. C'était le but. Ça marche. En tout cas, je te remercie beaucoup pour avoir partagé tout ça avec nous. J'espère vraiment que toute ta série et ton roman qui vient de sortir, L'accord pour les fileuses du temps, le premier tome, va avoir, comme tu disais, une très belle et une très longue vie. Je te le souhaite sincèrement. Et puis, je vous dis que ça y est, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de lire, d'écrire ou tout simplement de rêver un peu plus. Merci Camille. Merci Jess, merci pour l'invitation. Merci à toi. Et puis, merci à tous pour votre écoute. Et si vous avez aimé l'épisode, pensez bien entendu à vous abonner, à liker et à partager. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.